va démarrer. Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du Réseau national Génopsy où nous allons croiser les regards entre recherche participative et maladies rares. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Eh bien, approfondir la recherche en maladies rares, c'est un besoin important pour les personnes concernées, pour les familles, mais c'est aussi un challenge de par la rareté des données disponibles et de par la rareté des situations. La recherche participative est particulièrement intéressante de ce point de vue. Elle va inclure l'usager dans le processus de recherche dès sa création. Alors, quels en sont les principes, les enjeux, les richesses et les difficultés? Ce sont les questions auxquelles nos deux intervenantes vont tenter de répondre avec nous aujourd'hui. Nous avons Amélie Soulier, qui est chercheuse en neurosciences à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret, et nous avons Sandrine Dogy, qui est présidente de l'association Génération 22. Avant de leur laisser la parole, je vous reprécise l'organisation de ce webinaire. Donc, nous allons assister à une présentation interview de 20 minutes environ. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange ensemble de 20 minutes également. Pendant les présentations, merci de garder vos micros coupés. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat qui est en bas de votre écran. Pour finir, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nous vous demanderons de bien vouloir couper votre caméra également. Merci et je donne la parole à Amélie pour la présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier Pauline Boiroux et puis toutes les filles de Génopsy pour leur invitation à participer à ce webinaire. Et je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Et c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous quelques réflexions issues de ma petite expérience et de mon expérience pratique sur la recherche participative, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, je vais m'appuyer sur une courte présentation et au cours de laquelle je vais aborder quelques éléments que je trouve du coup, essentiels quand on parle de recherche participative. Donc pour commencer, je voudrais rappeler quelques généralités sur ce qu'est la recherche participative. Et donc déjà il y a 10 ans, il y a presque 10 ans, donc du coup en 2016, le ministre en charge à l'époque de l'éducation nationale et du ministère de l'éducation nationale et de la recherche a demandé à François Houllier, qui était PDG de l'INRA à l'époque, de faire un rapport pour dresser l'état des lieux des sciences et recherches participatives en France. C'est un travail qui a abouti à l'élaboration d'une charte, la Charte des sciences et recherches participatives, qui a été donc rédigée en 2017 et qui est vraiment un élément fondateur en fait, puisque ça a permis d'établir un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques. Cette charte a reçu un large soutien. Il y a eu de nombreux établissements d'enseignement public qui ont co-signé cette charte, avec également de nombreuses associations et d'ONG. Et les signataires, ensemble, ont adopté la définition suivante de la recherche participative. Donc, je vais vous la lire. Donc, les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, aux côtés des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. Donc, je trouve que cette définition est particulièrement intéressante puisqu'elle met l'accent sur vraiment deux concepts qui sont, pour moi, essentiels dans la méthodologie de la recherche participative. Le premier élément est celui de la coproduction. Il s'agit de produire des connaissances scientifiques aux côtés avec les chercheurs. On n'est pas de l'ordre de la consultation, mais bien d'une collaboration et pas uniquement d'une participation qui serait d'ordre symbolique. Le deuxième élément qui est important, c'est que la définition insiste sur la participation active et délibérée. Et ça sous-tend un changement de paradigme, notamment du côté des chercheurs. Ça sous-tend une vraie démarche de la part des chercheurs qui maîtrisent à la base les outils et les démarches scientifiques pour les rendre accessibles. Donc, autrement dit, l'idée de la recherche participative, ce n'est plus de faire de la recherche sur ou pour les personnes concernées, et ce, quel que soit le domaine de recherche ou le champ disciplinaire, mais bien d'orienter sa recherche pour faire une recherche qui est faite pour les personnes concernées, une recherche qui est faite avec les personnes concernées et une recherche qui est faite par les personnes concernées.
Donc il y a de nombreuses, champs en fait disciplinaires qui s'intéressent à cette approche de recherche participative et la recherche participative, elle est plus ou moins bien ancrée dans certains domaines de recherche. Initialement, il y a eu beaucoup dans le champ de l'environnement et de l'écologie. C'est un petit peu moins courant en santé, mais il y a des domaines quand même en biomédical, notamment par rapport à la recherche sur le cancer, qui vont être un petit peu plus, au hasard enclins en fait à soutenir des projets de recherche participative et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des défis actuels pour, pouvoir, favoriser cette recherche participative à la fois dans le champ de la santé mentale et de la recherche fondamentale un peu plus traditionnelle. Et un des défis, actuels, justement, ça va être de, faire connaître cette approche à tous les scientifiques et de sensibiliser la communauté scientifique à ses avantages. Il va être aussi important de former les chercheurs aux bonnes pratiques de la recherche participative et de former pas uniquement les chercheurs en place, on va dire, mais aussi les jeunes chercheurs, voire même les étudiants au cours de leur cursus universitaire. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux chercheurs travaillent étroitement déjà avec des associations de patients ou des personnes concernées à titre individuel. Mais, il y a encore, pas mal d'idées reçues qui peuvent, freiner, le développement de cette recherche participative à plus grande échelle. Et effectivement, certains chercheurs pourraient penser que la recherche participative est une recherche sans chercheurs, de faible qualité scientifique, avec un manque de rigueur et que, ce type de recherche pourrait être même biaisé ou orienté à la base. Certains chercheurs aussi peuvent penser qu'elle ne permet pas de publier rapidement ou de bien publier dans des journaux à fort impact et qu'elle n'aurait donc pas la portée un peu généralisée que vise un petit peu la recherche, académique traditionnelle. Et puis aussi, c'est une recherche qui prend du temps. Co-construire des questions de recherche, co-construire, coécrire des documents scientifiques, ça prend du temps et ce temps-là n'est peut-être pas compatible avec le calendrier des appels à projets, plus standards. Et puis, il peut y avoir aussi peut-être certaines inquiétudes dans le milieu de la recherche. Il y a quand même, c'est vrai, un contexte actuel de précarisation et certains pourraient voir l'implication croissante d'acteurs non académiques comme une potentielle faiblesse. Et c'est pour ça qu'il va être important aussi d'échanger avec la communauté scientifique pour démystifier et lutter contre toutes ces idées reçues. Et il faut bien comprendre que la recherche participative, c'est un vrai partenariat où chacun va apporter quelque chose de différent et de complémentaire à chaque étape de la recherche. Et donc du coup, je voulais, partager avec vous pour finir, 4 éléments, 4 piliers qui sont pour moi essentiels, dans la construction d'un projet de recherche participative. Le premier pilier, c'est celui du partenariat, qui correspond à la question du qui et du comment. On peut entendre parler de différents niveaux d'implication des personnes. Par exemple, dans le champ de l'écologie, on peut alimenter une base de données en prenant une photo. On peut aussi demander l'avis aux personnes en répondant à des questionnaires ou, susciter, voilà, leur avis exactement, partager leur expérience au travers d'entretiens. Mais ça reste de l'ordre du consultatif. La recherche participative, elle implique un travail collaboratif. C'est un réel partage du savoir et des compétences de chacun entre les membres de l'équipe de recherche, les étudiants, les ingénieurs et les participants, que ce soit des personnes concernées ou des aidants ou des professionnels de santé. Le deuxième point clé important pour moi, pour, préciser la recherche participative, c'est, la recherche. Ça répond à la question du quoi. Alors effectivement, c'est enfoncer une porte ouverte, mais la recherche participative a le même but qu'une recherche, plus traditionnelle, c'est-à-dire de produire des nouvelles connaissances et de les diffuser. Cette approche de recherche participative, elle ne se substitue pas à la recherche traditionnelle, elle vient plutôt la compléter, voire la renforcer. Les 2 approches, recherche plus classique et recherche participative, peuvent coexister, se renforcer et s'enrichir mutuellement. Et ça permet vraiment d'aborder des questions de recherche sous différents angles et perspectives. C'est un peu comme prendre une photographie d'un objet. Quand on a tous les angles, eh bien, on peut mieux en distinguer, voilà, les détails et la complexité. Eh bien, c'est pareil en recherche.
plus on a de points de vue diversifiés et plus on a de chances de saisir toute la complexité et les enjeux d'une problématique. Le troisième pilier qui est important, c'est celui de l'apprentissage et qui répond un petit peu à la question du quand. La recherche participative, elle nécessite un apprentissage mutuel. On apprend à travailler ensemble et ça dès le départ, dès la co-construction des questions de recherche et ça, c'est un engagement qui permet après de pouvoir travailler dans le temps et c'est un engagement donc durable. Et le quatrième pilier, pour moi, qui est celui qui est le pilier essentiel, c'est le changement actionnable. Pourquoi se lance-t-on dans un projet de recherche participative? Eh bien, c'est pour permettre, aux résultats, de la recherche d'être vraiment actionnables. Comme on saisit mieux les problématiques rencontrées par les personnes, on peut faire évoluer nos questions de recherche, on peut faire évoluer nos modèles d'études vers des modèles plus écologiques, ancrés dans la réalité et le fonctionnement des individus. Donc finalement, la recherche participative, on peut la voir comme un pont entre la théorie et la pratique, entre le savoir issu du laboratoire avec des variables contrôlées, des conditions standardisées, et puis le savoir issu du terrain, de la vie, qui est riche en complexité et en variations individuelles. Et du coup, voilà, je voudrais juste Juste conclure pour dire que moi, c'est vraiment un domaine de recherche qui est extrêmement enrichissant, qui encourage aussi à une réflexion plus large et plus approfondie sur ce que sont même les enjeux de la recherche et elle m'inspire vraiment à toujours concevoir des projets qui sont plus inclusifs en intégrant vraiment des perspectives différentes. Et j'en profite ici pour remercier tous mes collaborateurs concernés pour les nombreuses discussions voilà, au cours de nos projets. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci Amélie, merci pour cette présentation vraiment super claire et puis très enrichissante. Ça nous montre bien les enjeux de la recherche actuelle et les pistes en termes participatifs. Alors, on va passer à la partie interview avec Sandrine. Sandrine Degy, vous êtes présidente de l'association Génération 22. Donc, vous connaissez bien les maladies rares. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience en recherche participative? Alors bonjour à tout le monde. Alors oui, Génération 22 a été, a participé à une recherche participative, a été inclus dans une recherche participative en 2023. Donc, nous avions, en fait, on a eu le budget en 2023, mais nous avions commencé à réfléchir à la question en 2021. Alors c'est vrai que c'est long. On a répondu à un appel à projet en 2021, donc on a effectivement, travaillé avec un centre de référence maladies rares. On a été accompagné par l'INSERM, le service sciences et sociétés et donc on avait une relation, assez proche du centre de référence. Il était au courant de nos préoccupations. Donc dans notre syndrome, la préoccupation, c'est le risque, de développement de troubles psychiatriques et on avait dit qu'on aimerait bien avoir quelque chose pour, prédire ces symptômes et pourquoi pas une application, sur smartphone. Et donc, on avait donc rédigé un appel à projet. Alors c'est vrai que ça a été long et on a eu un budget d'amorçage, en 2023 par l'INSERM et c'est là qu'on a pu, commencer à travailler, disons sur la recherche proprement dite. Donc on a fait avec ce budget, on a pu faire une première réunion pour définir comment on allait s'y prendre. Donc on s'est rapproché d'une équipe suisse qui avait déjà de l'expérience sur la question et puis, il a été décidé de faire un prototype, donc d'application et de le tester sur un groupe focus et donc, on a convié un groupe focus, on a demandé à un groupe focus de tester ce prototype donc on a fait une visio, on leur a présenté le prototype et ils l'ont testé chez eux pendant une dizaine de jours et ensuite, ils ont été rassemblés à Paris. Donc c'était des jeunes, il y avait 6 jeunes qui étaient atteints du syndrome et qui étaient accompagnés par leurs parents et donc voilà, ils avaient testé les jeunes d'un côté, donc entre 12 et 22 ans et les parents de l'autre et donc ils pouvaient dire, ce qu'ils avaient, comment ils avaient trouvé ce prototype, ce qu'il fallait améliorer, ce qui était bien
etc. Et les jeunes ont pu s'exprimer d'un côté, les parents de l'autre. Super, donc vous faites vraiment partie intégrante de ce projet de recherche, dès l'appel à projet. Est-ce que vous avez vu des difficultés, enfin, est-ce que ça a été difficile à des moments? Est-ce qu'il y avait certaines difficultés? Alors les difficultés, bah, c'est vrai que c'est long, hein, il faut être patient entre le moment où on répond à l'appel à projet, le moment où le budget arrive. Bon, le budget, c'était un budget d'amorçage, donc c'était pas un gros budget et c'est vrai que pour l'instant la recherche est en stand-by, je sais pas si elle continuera ou pas, mais bon, c'est donc ça, c'est un petit peu des cette échelle de temps est un petit peu longue, je pense pour nous peut-être, f association, famille, c'est peut-être pas facile à appréhender. Mais bon, après, c'est voilà, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'il faut aussi bien le signaler aux participants parce que pour eux, c'est peut-être pas facile à comprendre qu'il y aura pas de réponse, dans les mois qui suivent. La réactivité est assez longue pour eux, je pense. Et oui, c'est important de resituer, la temporalité, le fait que c'est, vraiment Puis soumis, peut-être à des règles strictes. voilà et puis le problème aussi de financement, hein, ça c'est compliqué dans la recherche, on l'entend tous, partout et c'est vrai qu'une recherche, elle commence, est-ce qu'elle va aboutir, s au niveau du f enfin, avec un financement suffisant, ça on ne sait pas. Parfois les résultats ne sont pas bons non plus, enfin ça c'est des choses qu'il faut aussi faire comprendre, aux participants, je pense. Et de votre point de vue, par rapport au lien à la recherche, enfin, avec les chercheurs, à la communication, par rapport au partenariat en fait que situe Amélie, qu'est-ce qui est important de votre point de vue pour que ça fonctionne, ce partenariat? Bah, de toute façon, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on avait donc, émis une préoccupation. On avait dit que nous, on avait une préoccupation dans notre syndrome et on a été écoutés, donc ça, c'est très motivant. Forcément, on ne peut qu'aller dans enfin, qu'avoir envie de participer. Et puis moi, ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est de mobiliser ces jeunes, de les faire venir avec leur famille. Ils étaient vraiment très motivés, ils étaient vraiment très contents. En plus, ce sont des jeunes qui n'ont pas toujours l'occasion, enfin qui souffrent de relations sociales, problèmes de relations sociales, de cognition sociale. Donc ils étaient là tous les 6 à parler, à pouvoir s'exprimer. Ça les a beaucoup valorisés. Donc ça, je trouve que c'était vraiment, une très belle journée. Je crois que c'était très positif. Pour eux, pour nous en tant qu'association, bah, de voir qu'ils étaient satisfaits, qu'ils s'étaient sentis valorisés. Je pense que déjà c'était vraiment un plus, très important pour nous. Plutôt une bonne expérience finalement partagée aussi par les personnes qui ont participé à ce protocole. Oui, oui, une fois que c'est pas toujours facile de trouver des volontaires, mais alors quand ils sont enfin, en général, une fois qu'ils sont décidés à participer, en général, ils sont très motivés. Bon là, c'est vrai que le fait qu'ils soient invités, qu'il y ait la possibilité de venir à Paris, parce qu'on avait des jeunes qui venaient de province, et d'autres d'Île-de-France. Donc c'était facilité à ce niveau-là. On avait fait ça pendant les vacances pour pas que manquer l'école, hein. Ça aussi, il faut tenir compte des contraintes de chacun. C'est vrai que les jeunes, ils vont pas pouvoir venir en semaine facilement, enfin comme ça. Mais bon, on les avait prévenus suffisamment tôt pour que ce soit possible pour eux aussi. Mais oui, c'était une très belle journée. Enfin moi on était tous, très contents de cette journée. Après le prototype, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à revoir. Mais c'était fait pour ça, hein, c'était une version, une 1re version. Donc voilà, je sais que l'équipe suisse travaille encore dessus, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, récentes. Mais bon, peut-être qu'un jour on en aura. Et si vous deviez participer à nouveau à un projet de recherche participative, ou si vous deviez conseiller à quelqu'un, comment se situer dans ce protocole, qu'est-ce que vous diriez à une personne concernée ou un membre associatif qui voudrait y participer? Alors je pense qu'il faut quand même avoir une bonne relation avec le chercheur, c'est-à-dire qu'il faut bien se comprendre, une relation de confiance. Je pense qu'il faut qu'ils aient confiance en nous, que nous on ait confiance en lui, qu'on se comprenne, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde parce que, enfin ça me paraît essentiel pour démarrer dans de bonnes conditions
Et puis, bah, après, peut-être, peut-être avoir un petit peu aussi un genre de rétro-planning pour peut-être mieux se situer dans le temps, et puis bien parce que c'est vrai que pour les personnes qui sont pas dans le milieu de la recherche, voilà, enfin, ce que je disais tout à l'heure, l'échelle de temps est un peu différente. On a l'impression que ça avance pas. Et donc peut-être bien le repréciser, que ça prend du temps, que, bah, que les budgets seront peut-être pas toujours là, mais enfin, heu, je pense que c'est des choses à bien appréhender, donc côté association, mais pour cela, il faut qu'on nous le dise, hein, donc que les chercheurs qui nous accompagnent nous sensibilisent bien sur cet aspect-là. Communiquer clairement, en fait. J'ai l'impression que c'était Oui, vraiment un point clé du partenariat. tout à fait, oui. Ouais. Bah, Est-ce que vous avez une envie pour le futur dans la recherche participative? ah oui, oui, moi je suis enfin, en tant que présidente, je pense que c'est une très belle façon d'impliquer les familles. On a déjà participé à des recherches où il y a des cohortes, où on essaie de sensibiliser des personnes à participer, mais là, je trouve que c'est riche dans le sens où la personne est valorisée parce qu'on lui demande, bah, ce qu'elle reçoit, enfin, son expérience, enfin, là, c'était sur un plan psychiatrique, donc c'était vraiment son état psychique, son état émotionnel, l'évolution au cours du temps. Mais je pense que c'est enfin, parfois on se sent pas toujours écouté quand on va en consultation. Donc là, on est quand même plus écouté. Donc je trouve ça enfin, je pense que pour un participant, c'est vraiment très intéressant. Après, il faut aussi faire confiance. Mais bon, enfin, enfin, j'observe que quand les personnes participent, en général, elles ont envie, donc c'est plus facile, hein. Ceux qui n'ont pas envie, ben, ils se manifestent pas, hein, ils s'attacheront pas. Super, merci beaucoup Sandrine, pour votre, retour d'expérience, votre témoignage. Je vais regarder un petit peu dans le chat si les personnes ont des réactions ou des questions. N'hésitez pas à intervenir, si c'est le cas, à ouvrir votre micro ou à poser la question dans le chat, aucun problème. On a Isabelle Marchetti qui nous dit, qui vous dit Sandrine qu'au niveau de la temporalité des familles, qui n'est pas le même que celui de la recherche, c'est vraiment, ça lui parle, c'est vraiment important. De par son métier, sensibiliser, expliquer, c'est très complexe et qu'on est tous dans l'attente d'un retour à court terme. Donc ça peut décourager à la fois à une première participation ou à participer de nouveau, d'où l'importance d'avoir des résultats intermédiaires pour les familles et les associations. Alors ça, je ne sais pas, Amélie, si qu'est-ce que vous en pensez sur le plan des résultats intermédiaires de la communication, si vous souhaitiez Oui, réagir? alors, bah, sur la communication, je rejoins tout à fait, Sandrine là-dessus. Effectivement, hem, déjà, voilà, faut se mettre d'accord sur les attentes parce que les attentes des chercheurs sont peut-être pas les mêmes attentes que les personnes concernées. Donc déjà, faut être au clair. Faut être au clair aussi sur le rôle de chacun. Le qui fait quoi dans l'équipe, ça, c'est vraiment important et puis, les tâches assignées, voilà, bon, bah, là, il va y avoir besoin de rédiger un document, là, on va avoir besoin de faire une recherche bibliographique, là, il faudra collecter tel type de données et puis demander aux personnes, en fait, ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles se voilà, en fonction de leurs envies, de leurs compétences. Donc voilà, donc être au clair au sur le qui fait quoi, je pense que c'est vraiment important. Après voilà, sur la question du calendrier et de la temporalité, c'est vrai que c'est compliqué, heu, parce que voilà, c'est le tempo de la recherche qui est voilà, qu'on maîtrise pas nous non plus, hein. Il peut y avoir des décalages et cetera. Mais je rejoins là-dessus, ouais, vraiment communiquer parce qu'en fait, bah, oui, effectivement, il va y avoir des moments où il va y avoir beaucoup de choses à faire. Tout va devoir se faire en même temps. Voilà, collecter les analyses, les diffuser et cetera et puis après, on va avoir un temps justement de creux. Mais en fait, c'est un temps qui est classique, en fait, dans la recherche et c'est vrai que cette dynamique-là, je pense que c'est vraiment important de bien communiquer là-dessus pour que voilà, il y ait pas de voilà, d'attente un petit peu, décalée en fait finalement, dans le temps. Sur les résultats intermédiaires, oui effectivement, je pense que dès qu'il y a des avancées, il faut voilà, faut que tout le monde soit au courant et que, voilà, qu'on partage,
ensemble, voilà, les avancées des projets, le plus simplement possible, voilà. Échanger, c'est vraiment la base. Je rebondis sur cette notion parce que c'est vrai que dans la recherche, il y a quelque chose d'important, c'est la confidentialité des données, donc la confiance, puisqu'il y a toujours, on n'a jamais envie en tant que chercheur de se faire, «scooper» entre guillemets, une autre équipe publie avant nous, hein, c'est quand même un domaine compétitif. Est-ce que ça, Amélie, ça a été un souci pour communiquer à un moment? Est-ce que ça a été une réflexion? Alors non. Non, c'est pas, alors après c'est vrai que moi j'ai un type de données, donc je fais quand même de la recherche, fondamentale. Voilà, je travaille vraiment sur le développement, voilà, du cerveau et voilà et on s'interroge, voilà, sur quel type de, voilà, de neurotransmetteurs sont impliqués, à quel moment, voilà, sur, quel stade de développement et donc sur ces données-là sont peut-être un peu moins confidentielles, voilà, de ce qui se passe dans les modèles, précliniques d'études que les données qui peuvent être, générées, voilà, chez l'homme. Du coup ou des données d'imagerie, enfin voilà, d'autres types de données. Donc c'est vrai que moi, je me suis pas interrogée, voilà, sur ce type de cet aspect-là, mais après globalement l'aspect juridique, l'aspect éthique, voilà et je pense qu'aussi au niveau des comités éthiques, voilà aussi sensibiliser les personnes qui sont, membres des comités éthiques sur la recherche participative, ça va être aussi important. Parce que je pense qu'il y a un manque aussi d'informations sur ces sujets-là et ça permettra justement d'ouvrir les discussions et de mieux gérer en fait, voilà. Donc je pense que ouais, d'un point de vue éthique, juridique et administratif, oui, il y a encore des choses, à faire. Mais c'est vrai que ça pose la question de la formation à la recherche participative des 2 côtés et ça m'a amené la question, Sandrine, je ne sais pas si vous avez, vous, eu des difficultés en termes de compréhension des termes, des concepts, des notions? Est-ce que vous avez eu l'impression parfois qu'il y aurait besoin peut-être de mieux expliquer? Alors, personnellement, pas vraiment. Bon, je suis impliquée dans l'association depuis longtemps, donc je connais quand même un petit peu le vocabulaire qui est en lien avec l'association. J'ai eu une petite formation par, je crois que Flavie Mathieu est connectée. Mathieu qui fait partie du service, sciences et sociétés de l'INSERM et qui nous a accompagnés. Donc elle m'avait fait une petite formation en visio pour m'expliquer vraiment le principe de la recherche participative, les grands principes, hein, et non, j'ai pas ressenti ça. C'est seulement que, enfin, c'est ce oui, le décalage du temps parce que, ça c'est enfin, ça oui, je l'ai un peu ressenti. Je reconnais que ça peut un peu générer des frustrations justement parce qu'on attend, c'est vrai qu'entre le moment où on a répondu à l'appel de projet et puis le budget qui arrive, il s'est passé 2 ans. Ensuite, vous voyez, ben là, ça c'était il y a un 1 an et demi qu'on a fait notre groupe focus, bon, c'est vrai que c'est long. Mais et moi, j'ai toujours envie d'informer les familles, de leur dire ce qui se passe et ça, c'est ce qui m'a manqué. Mais non, enfin, bon, j'ai une formation scientifique, donc je pense que ça m'aide aussi, à comprendre, ce genre de choses. Et c'est vrai, que ça amène à un point qui est particulièrement présent dans les maladies rares, c'est que les personnes deviennent expertes, en fait, du symptôme, souvent mieux que les professionnels, en tout cas au niveau clinique. Et donc là, dans le challenge de la recherche participative, ce serait peut-être moins la question, vocabulaire, connaissance théorique que vraiment la question pratico-pratique de comment on fait. Il faut se familiariser, hein. C'est vrai que c'est un cheminement qu'on fait quand on s'engage dans des associations, comme la mienne ou comme celle d'Isabelle, Marchetti qui, c'est vrai on acquiert des connaissances et puis bon, ça vient petit à petit, on en apprend tous les jours. Mais je pense qu'il faut être humble aussi, savoir que parfois il y a des choses qu'on pensait qui ne sont pas toujours justes et pour les chercheurs aussi, hein, ils peuvent parfois avoir des idées qui s'avèrent pas forcément juste sur le plan pratique. Je pense qu'il faut une humilité des 2 côtés, enfin quand on travaille ensemble en tout cas. Parce que mais ce que je pense que la recherche participative apporte justement ce quotidien que les chercheurs ne peuvent pas percevoir tout seuls. Ce la le un patient, enfin
enfin, dans la Cité des jeunes, il va exprimer vraiment beaucoup de choses et ça, c'est vraiment précieux. Le chercheur, même en lisant beaucoup de bibliographies, il aura peut-être pas autant d'informations que tout le rendu que peuvent apporter ces différentes personnes, les différents participants. Et ouais. Et alors ça, c'est une question pour toutes les deux, hein. C'est vraiment, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait le développer, finalement, la recherche participative? Si on devait le développer demain, est-ce qu'il y aurait un truc à faire? Alors un seul truc, ça va pas suffire. Parce que du coup, oui, je pense que ouais, il y a plusieurs strates. Heu il faudrait valoriser du côté chercheur, je pense qu'il faut valoriser d'un point de vue carrière, on va dire, la recherche participative, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit financée, peut-être avec un calendrier différent justement qui prendrait en compte ce temps de co-construction. Mais en même temps, voilà, avec, voilà, donc peut-être adapter tout simplement les demandes de financement, pour les appels à projets de recherche participative, valoriser cette approche-là parce que c'est vrai, c'est une approche aussi qui prend du temps côté chercheur. Un temps aussi de sensibilisation, de formation aussi, qui devrait être pris en compte, voilà et puis, bah, je revenir sur la formation, mais je pense qu'il faudrait pas des formations un petit peu généralistes, il faudrait des formations vraiment, ciblées sur, heu, on va dire la recherche, le projet qui concerne, tel public de personnes concernées. Voilà. Je pense que ce serait, voilà, plus évident après de mettre en place, ces projets-là et donc moi, du coup, ce que je ferais, ouais, c'est vraiment aussi de sensibiliser les chercheurs. Parce que comme je le disais un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori encore et d'idées reçues, notamment en lien avec la valorisation et aussi la publication des résultats qu'amène ce type de projet. Voilà, donc il y a un effort à faire de ce côté-là, aussi, et ça, on pourrait être soutenu un petit peu de façon un peu institutionnelle. Ça pourrait faire bouger les choses peut-être aussi un peu plus rapidement. Je ne sais pas si vous vouliez, Sandrine, rajouter quelque chose et puis après on pourra écouter Flavie Mathieu qui souhaite intervenir. Oui, je pense qu'effectivement une formation, ça peut être intéressante. Ça peut être, des choses que pourrait faire, bah, soit l'INSERM, enfin je crois qu'elle le fait déjà et aussi, les filières de santé et maladies rares, je ne sais pas, ou en collaboration avec l'INSERM, pourquoi pas? Enfin, je laisse Flavie répondre parce que je pense qu'elle a, des informations. Bonjour, oui effectivement, juste vous dire qu'au niveau du service sciences et sociétés de l'INSERM, donc il y a des choses qui ont été mises en place. Côté association avec le collège des relecteurs de l'INSERM, effectivement, oui, on forme, on peut dire. On forme justement à l'interaction pour la recherche participative, c'est-à-dire les concepts justement, de la recherche, ces notions de temporalité, pouvoir aussi parler un peu le même langage et se comprendre, en tout cas dans les premières phases de la recherche. Le service a mis en place un MOOC en fait sur la recherche participative à destination des chercheurs. Vraiment justement pour, j'allais dire un peu déstigmatiser comme on dit beaucoup pour les maladies mentales, mais ce côté de dire: «Bah, si je travaille avec des associations, finalement ça va être trop long, ça va pas être valorisé». Vous dire aussi que dans le groupe de réflexion avec les associations de malades, donc qui est rattaché à la présidence de l'INSERM, on a un groupe de travail qui est vraiment dédié à l'évaluation de la recherche participative. Donc il y a 2 versants. Un, comment évaluer le côté participatif d'un projet de recherche, effectivement, pour un peu essayer j'allais dire, d'avoir une plus-value sur les projets réellement participatifs et de pouvoir vraiment faire la différence entre un projet où on va juste envoyer un questionnaire à remplir par les associations d'un projet où la question de recherche, comme dans le cas de Sandrine par exemple, c'est co-construit. Et puis l'autre groupe de travail travaille sur l'évaluation finalement, comment dans les carrières de chercheurs, on va évaluer cette recherche participative et justement apporter quelque part des points en plus et ne pas pénaliser un chercheur parce qu'il va moins publier, parce qu'il va mettre plus de temps par exemple à mettre en place sa recherche.
Voilà, donc vous dire qu'au niveau de l'INSERM, on a quand même ces dispositifs qui sont en cours, de travail. Et aussi vous dire qu'on a des projets d'amorçage dont a parlé un tout petit peu Sandrine tout à l'heure. Donc effectivement, Sandrine a fait partie, a été le premier dans le deuxième. Le deuxième projet financé, donc on a vraiment essuyé les plâtres. Maintenant, on en est, il me semble, quelque chose comme 12 projets qui ont été financés par ces projets d'amorçage qui sont proposés par l'INSERM. L'idée, c'est que quand un couple chercheur-association ou chercheur collectif, c'est pas forcément une association, a envie de rentrer dans une démarche de recherche participative, on les finance à hauteur de 15 000 € justement pour mettre toutes les conditions en place, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir avoir de la recherche, enfin, accès à cette formation à la recherche et plus spécifiquement à la recherche participative s'il y a besoin et les demandes des deux parties. Et puis ensuite, il va y avoir un tiers veilleur qui va les accompagner le long du processus. Et ce que nous, en fait, on accompagne, c'est vraiment l'élaboration du projet, notre livrable, si on peut dire, c'est qu'après, il y ait un projet qui soit déposé à l'ANR ou à un PHRC, en fait, pour avoir un financement de grande dimension pour pouvoir conduire le projet. Et donc, je comprends un peu la frustration de Sandrine parce que vraiment, notre accompagnement, nous, va s'arrêter au moment où le projet va être déposé. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une certitude que le projet va être financé. Nous, c'est ce qu'on espère. On fait tout pour, mais voilà. En place. Merci beaucoup, Flavie Mathieu, pour tous ces éléments. C'est super comme accompagnement. N'hésitez pas à mettre les ressources dans le chat que vous avez mentionné. Je pense qu'il y aura beaucoup d'intéressés. On approche de la fin de ce webinaire. J'avais une dernière question qui me tenait à cœur. C'est, à votre avis, Amélie, Sandrine, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les personnes concernées qui veulent participer osent? Question difficile. Je pense qu'il faut créer... Bon, on a parlé du climat de confiance et de respect inclusif, voilà. Je pense que c'est vraiment essentiel de travailler dans ce cadre-là, dans cet état d'esprit-là. Voilà, les chercheurs peuvent arriver parfois avec un petit peu leur bagage, voilà, très théorique. Et puis voilà, donc je pense qu'il faut être très ouvert, très flexible. Et pour oser, je pense il faudrait pouvoir rendre leur participation légitime. C'est un petit peu... Voilà. Donc c'est cette question de la légitimité qui pourrait... réfléchir autour de cette notion-là, parce que voilà, le savoir des personnes, leur avis, leur expérience, elle est autant légitime que le savoir issu du laboratoire. Donc maintenant, comment valoriser cette légitimité et la mettre en avant? Voilà, il y a plein de possibilités en termes d'indemnisation, on peut réfléchir, mais voilà, moi, je voudrais rendre cet aspect-là légitime. Ce serait... Moi, je pense que, enfin, dans les maladies rares, comme on a quand même souvent pas beaucoup de recherches, enfin, bon, encore la délétion 22q11, c'est peut-être pas le syndrome le moins connu, mais il y a quand même eu pas mal des recherches faites dessus. Mais en fait, on a envie de comprendre beaucoup sa maladie. Enfin, moi, je le vois quand les familles me contactent. Donc, quand elles sont dans une période assez stable, parce que les périodes de grande difficulté, c'est forcément, elles ne seront pas réceptives pour participer à une recherche, enfin, beaucoup moins en tout cas. Mais quand la personne est suffisamment dans un état où elle va relativement être, enfin, dans un état où elle est ouverte au dialogue, en général, moi, je pense qu'ils sont quand même très souvent partants. Donc, leur montrer que leur témoignage va compter, oui, comme dit Amélie. Alors, bien sûr, ça reste anonyme, donc on ne va pas mettre leur nom en gros, mais le valoriser eux, ils auront un rendu, je sais pas, une conférence où on leur expliquera ce que ça a apporté, et puis une publication. Alors après, peut-être que pour certains, ce sera compliqué à comprendre, mais en tout cas, leur montrer qu'ils ont contribué à la recherche, et ça me paraît vraiment important. Donc c'est une communication aussi de la part des chercheurs, de la part de l'association ou du collectif qui participe. Merci beaucoup. Donc finalement, juste oser des deux côtés et communiquer, j'ai l'impression que c'était les mots-clés aujourd'hui du webinaire.
Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Amélie pour cet échange très très riche autour de la recherche participative et des maladies rares. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux et retrouvez-nous le 3 avril pour la prochaine conférence sur maladies rares et neuroinflammation. Merci encore.